Ensuite, ça c'est bon, Clip Children machin, d'Isabelle machin. Ok. Donc ça, on est d'accord. Ensuite... salut Loki, ITB 74, comment ça va? Bah bien, et toi? On fait un peu joujou. Can sweep. Oui, je l'oublie à chaque fois, hein, celui-là. C'est fou quand même. Le truc dangereux, j'oublie de le désactiver. Hop là, donc ça, can sweep à false aussi. Et là j'avais fait. C'est marrant, j'ai pas fait part... Ah oui, c'est sur le lien, donc ça vient de l'héritage. Ça vient du route que je viens de modifier, donc c'est normal. Ici, évidemment, c'est une liste d'affichage, donc surtout pas pouvoir supprimer quoi que ce soit dans la liste. Hein. On va faire n'importe quoi non plus au système. Et le alternate, oui, lui, il l'avait fait, donc ça c'est bon. Crude. Crude. Alors, sweep, non. Hop. Et hop, Serial. Ensuite, Serial Tube. Donc lui, il a false aussi parce qu'il vient de l'héritage. Stop. Tube. Ici, nous sommes à quoi? Can sweep, non. Voilà, CTRL S. Enfin, plutôt fermeture et enregistrement. Vidéo, pareil. Et donc le dernier, je l'ai modifié par rapport à l'héritage. Est-ce qu'il me l'aura pris? Je ne sais point. Puisque là, en l'occurrence, c'est l'héritage de fiches. Hop. Et donc on est susceptible d'avoir un peu n'importe quoi. Donc là, le can sweep est désactivé, c'est bon, il est bien pris par rapport à son ancêtre. Et donc j'avais activé le changement d'apparence sur l'item. Il me l'a bien pris, il m'a bien pris le texte et l'autre, et là par contre l'image il me l'a laissé active, donc je l'enlève. Texte, bouton, on est bien export, c'est bon. Et donc sur mon événement de list view ici, le bouton clic. Et ben, le bouton clic, alors déjà il détecte que je suis sur un héritage machin, donc évidemment il me propose l'héritage sur le bouton qui n'a pas lieu d'être. Et je disais donc que je vais faire un export. Export génération texte. Et donc c'est là qu'on va travailler un peu. Parce que globalement, jusque-là, on était quand même plutôt sur du live binding sans rien faire dessus. Alors, est-ce que cet écran fonctionne encore, justement? Suite à mes bidouillages, ici, là. Donc là, je peux plus faire un... Hein, on est d'accord, hop. Ici, les tubes. Donc je peux cliquer dessus, c'est pas un problème. Ok. Et clairement, tube, on pourrait peut-être le mettre à ce niveau-là aussi. Plutôt que là. Ouais, bon, on verra plus tard. Allez hop. Faudra que je réfléchisse à cette histoire de boutons et les positionnements le plus intelligent parce que j'ai aussi la largeur à tenir. Enfin, il faut que je vois en fonction du contenu que je mettrai et puis d'autres des retours d'éventuels autres utilisateurs quand même. Pour voir à quel moment je le fais. Donc, génération de texte de l'épisode pour ce tube. On est d'accord. Alors ça va se faire assez simplement, il faut juste savoir ce que je veux faire. Ça m'a l'air vraiment compliqué, c'est-à-dire... Le côté utilisation ou pour autre chose? Ou le code, la façon dont c'est fait?
Il y a des infos partout. Ouais, enfin d'un autre côté, alors le but du programme, c'est la gestion de séries de vidéos rattachées à des saisons, des séries, enfin genre des séries de télé, mais là en l'occurrence plus pour gérer mes rediffs ou d'autres trucs pour des créateurs de contenu qui diffuseraient sur différentes plateformes. Donc globalement, ils ont les sites sur lesquels ils veulent diffuser, donc là en l'occurrence plutôt YouTube et puis TikTok ou d'autres, avec des informations de base, donc ils seront pré-renseignés. Ici, donc il y a juste l'URL de leur chaîne à mettre, s'ils ont envie de la mettre. Rien n'est obligatoire, hein, donc on a la liste éventuelle. Après on descend au niveau de la série, qui peut correspondre plus ou moins à une playlist, ou une chaîne spécifique, après peu importe. Et donc pareil, sur la playlist, on peut avoir des informations comme le titre, le commentaire, un descriptif de ce qu'il y a dedans, et puis les mots-clés qui seraient associés. Pareil, tout est facultatif, et saison, ça dépend d'une série. Donc pareil, il y a un titre, éventuellement un numéro de saison si on veut trier les trucs en automatique pour d'autres choses. Parce que derrière, l'idée, c'est aussi de pouvoir sortir éventuellement un export web de tout ça. Donc de pouvoir le consulter autrement, avec des liens, des mises en page, des choses comme ça. Donc il faut quand même des informations pour pouvoir les afficher. Et donc les commentaires, tout étant facultatif aussi. Le plus important, ça reste les épisodes. Donc les vidéos, où on a le titre, la saison et la série, enfin la série et la saison éventuelle, juste à sélectionner dans la liste. Le numéro de la vidéo dans la saison, hein, genre on a 10 épisodes dans la saison, il faut qu'ils soient tirés dans le bon ordre, au moins en affichage ou en export. La date, ce sera la date à mettre si on a envie de mettre une date d'enregistrement. L'URL, ce serait l'URL de la vidéo. Donc, non, plutôt l'URL informative. Puisque là en l'occurrence, sur ce que je veux faire, il n'y aura pas d'URL par épisode, il y aura une URL par saison. Et pareil, commentaires et keywords si on veut mettre des trucs dédiés. Et par contre, chaque épisode est diffusé sur un ou plusieurs supports, donc là en l'occurrence, par exemple sur YouTube, il peut avoir un titre qui serait différent de celui de Dailymotion, pour des histoires de référencement et autres. Mais pareil, c'est pas obligatoire. On peut laisser celui de l'épisode directement qui écrasera ça. Enfin, s'il n'y a rien marqué à cet endroit-là, la génération prendra le bon. C'est là où ça va se compliquer par contre. C'est compliqué, au choix. Et donc là, une fois qu'on a nos infos, on remet l'URL de publication sur YouTube de l'épisode. Le code embed, c'est pour savoir comment on l'intègre à une page web ou à un autre site si on a envie. Mais pareil, pas obligé de le remplir, on en fait ce qu'on veut. Et pareil, commentaire dédié à ce truc-là, ou keyword particulier pour YouTube. Après, en réalité, le seul truc à remplir, ce sont les épisodes. On n'est même pas obligé de les rattacher à quoi que ce soit. Pourquoi il m'a fait 2 écrans là-dessus? Je clique. Je sors. J'ai l'impression que j'avais 2 niveaux. Ouais, et donc en fait, on a les tubes à saisir quoi qu'il arrive pour les avoir dans la liste, pour pouvoir dire sur quelle vidéo et sur quel site, et le niveau vidéo. Après, si on veut vraiment être complet, il faut remplir les 2 autres. Mais toute cette partie-là, en fait, elle pourra aussi s'automatiser avec des imports de vidéos depuis autre chose. Enfin, c'est l'idée. Derrière, là en l'occurrence, je compte m'en servir pour toutes les rediffusions de ce que je fais sur Twitch, et d'autres trucs à côté, dont des formations. C'est plus de 1000... Je dois avoir atteint les 1000 heures sur Twitch de diffusion, qui sont partiellement encodées. Enfin, monter, encoder, découper, et ainsi de suite, en une ou plusieurs vidéos selon les cas. Et tout ça, ça doit se retrouver dans la même base de données pour que je puisse ensuite les répartir et les rediffuser à droite à gauche. Notamment sur Serial Streamer, où il y a toutes mes rediffs normalement. Puisque toutes mes rediffs de codage sont sur Serial... Enfin, toutes. Celles qui sont en ligne sont sur Serial Streamer, et puis j'ai les trucs de jeux vidéo sur YouTube par contre. Et puis Twitch aussi, mais là en l'occurrence Twitch m'en fiche, puisque il n'y a pas d'histoire de texte, ni ligne, quoi que ce soit à saisir dessus. De toute façon c'est du temporaire, on va pas s'emmerder à mettre des textes pour Twitch. C'est la rediff ponctuelle qui n'a pas lieu de rester sur place. Donc ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais en pratique, faudra voir si perso je m'en sers réellement. Pour les projets que j'ai, il me faut un support, sinon je ne me serais pas lancé là-dessus, donc clairement il va m'être utile. Après, est-ce que je vais vraiment l'utiliser tel quel?
c'est une autre histoire. Mais ça peut aussi, ça peut bouger en fonction des remarques qu'on fait et de gens qui s'en serviraient à côté. Après, je suis peut-être le seul à avoir ce genre de besoin. À voir. Hop. Puis ça permet aussi d'avoir un exemple de programme où il n'y a pas beaucoup de code, parce que là, en l'occurrence, par exemple sur les tubes, le code source, voilà, c'est ça. Toute la partie mise à jour se fait uniquement dans l'écran, avec du live binding entre les champs. Donc, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut faire une appli de mise à jour de base de données avec quasiment rien en termes de code. Donc, là, j'ai ma base de données qui est dans ce fichier-là, qui est rapatriée sous cette forme, ici. Et ensuite, je fais les liens entre les différents éléments à l'écran. Donc là, c'est une liste. Une fois qu'elle est paramétrée, je synchronise avec la flèche qui est là. Alors, il y a un peu de bordel à cause de tous les autres boutons, mais... label machin, le right dégage, voilà. Donc le truc en bas de l'écran qui est la barre de navigation, ce déplacement, ajout d'éléments, suppression et modification de l'existant, validation, annulation, refresh, en fait elle se synchronise ici avec la table. La liste à gauche, elle se synchronise aussi avec la table, et puis il y a deux champs que je remplis, texte et détail, à partir de deux éléments qui sont dans la base de données, dans ma table. Et après, les champs de saisie, pareil, ils sont attachés ici, donc là je les ai mis comme ça parce que c'est la colonne de gauche, la colonne de droite, plus ou moins. Et donc j'ai le label ici qui correspond au champ label là-haut. Donc ce truc-là, c'est mon label. Pardon, il est là. Je les vois pas correctement. Donc ce champ-là, c'est label, il est associé au champ label de ma table. Le URL, il est associé au champ URL à l'écran, et ainsi de suite. Donc j'ai zéro code en fait pour faire la mise à jour. Et toute l'appli est gérée comme ça. Donc c'est un exemple comme un autre d'application de mise à jour de base sans code lié, enfin pour la partie mise à jour. Bon après il faut quand même se faire la base de données, sortir du SQL et d'autres trucs pour que ça fonctionne, mais pas si tordu que ça au final, en théorie. Ce que tu viens de me montrer, ça me fait penser à l'éditeur de texture sur Blender. Alors comme je connais pas Blender, je pourrais pas dire, mais pour les matériaux. Ouais, non, je le visualise pas celui-là. J'ai regardé quelques streams de dev 3D et autres machins qui utilisaient Blender aussi, mais je l'ai pas en tête. Là c'est plus du lien entre éléments... comment dire, c'est du lien entre des éléments d'interface et d'autres éléments qui ne sont pas, qui sont directement dans le moteur ou dans le code. C'est vrai qu'il y a d'autres environnements qui font que de la programmation par flèche, hein, en drag and drop et en lien masqué comme ça, mais c'est vrai que sur ce coup-là, je n'ai pas d'exemple en tête que je pourrais te donner. Si tu veux en voir un autre plus simple... Ouais, si on peut s'en faire un plus simple, tiens. Hop. Fichier. Juste pour la présentation, enregistrer, ajouter un projet existant. Non, c'est un nouveau projet. Donc genre, on a une base de données que quelqu'un nous a faite. Je vais faire un programme Windows pur. C'est pas grave. Ici, mettons que j'ai ma configuration qui permet d'accéder à ma base ou à ma table. Là, en l'occurrence, c'est du SQLite, il y a plein d'outils, hein, notamment celui-là, qui permettent d'en créer. Donc ça peut être juste une liste d'informations avec des données dedans. Ouvrir une base. On va refaire la base vide, mais peu importe. Donc là, en fait, on définit nos tables. C'est comme des feuilles de calcul sur Excel, par exemple, ou sur un tableur du manière générale, avec des colonnes. Donc la saison, ce serait la feuille de calcul. Serial, ce serait une autre page dans la feuille de calcul. Et puis à l'intérieur, on a les colonnes qui correspondent aux éléments. Mettons. Après tout, c'est comme ça que fonctionnait FileMaker. On peut repartir aux bases. Une fois qu'on a ça, qui est défini, le logiciel nous sort la requête SQL qu'il faut, et donc il nous ressort une base de données. Quelque part, on la configure dans l'environnement de développement, et je peux glisser ma base de données ici. J'active ma base de données, enfin le truc qui fait le lien vers le fichier sur lequel je travaille.
Ça, c'est le fichier vers la... Donc là, c'est le fichier Excel, par exemple, et ça, c'est la feuille dans le fichier Excel. Ou dans le tableur du meilleur général, il faut que j'arrête de parler d'Excel. La feuille contient... Enfin, le fichier contient les feuilles, enfin, les pages, et donc je les active les unes après les autres. Elles sont rattachées avec la connexion ici, qui lui dit sur quel fichier Excel je suis, mettons. Et après, je mets mes éléments à l'écran, donc par exemple une grille, qui sera une grille de saisie. Voilà. Et ma grille, je l'associe visuellement à ma table. Je vais la mettre en plein écran. Et dans mon écran, je vais aussi rajouter un navigateur qui va me permettre de faire les manipulations de déplacement et d'ajout, modification, suppression, que je mets en bas par exemple, et que je rattache aussi à ma table. Et là j'ai mon application de mise à jour de base de données. C'est simplifié, mais ça fonctionne sur Windows et sur Mac. Et Linux. Alors ça fonctionnera pas sur iOS et Android parce qu'il faut que la base de données soit embarquée dans l'application, donc il faut faire du code pour ça, mais ou des manipulations dans la configuration. Et là c'est la version de base, j'exécute, ça fonctionne. Donc je sais pas sur quoi tu peux te rattacher pour d'autres... faire un lien avec autre chose, mais... Voilà, donc toute l'appli là, elle fonctionne comme ça en fait. Et du coup, pour la partie génération, on va tricher. Alors je vais évidemment réutiliser un truc qui existe parce que j'ai pas tout recodé. Donc il y a plein de moteurs de templates qui existent en programmation dans différents langages, notamment Smarties pour les développeurs PHP, Moustache pour un certain nombre de langages, et quelques-uns qui existent aussi pour Delphi. Il se trouve que j'en ai développé un pour moi il y a un certain nombre d'années, puisque la première version date de 1997. Depuis, je fais des adaptations projet par projet, donc on va reprendre celui-là, et la dernière version en date, c'est celle de Delphi Books. Donc on va aller sur le dépôt de Delphi Books Admin, donc qui est le site de livres. Je crois que je l'avais mis aussi. DB, non, il y a peu de chance. Oh, j'ai pas mis de raccourci pour les books. Pas bien, Patrick. Pas bien du tout. Il me faut des raccourcis pour les commandes. Alors j'ai mis des blagues à Toto, j'ai mis des conneries comme ça, mais j'ai pas mis de... Rends-moi à l'écran, toi. Maj contrôle 4. Voilà. Vous pouvez jouer avec à pierre, papier, ciseaux si vous voulez. Shifumi. Hop. Non. Bon alors Pierre. Voilà. J'ai dit Pierre, il a dit papier, donc c'est lui qui a gagné. Pas de bol. Mauvais exemple. Je me suis amusé avec Wizbot, après tout il y a des commandes, donc on peut mettre un peu n'importe quoi. Et donc je disais, on va utiliser le dbadmin, non c'était website. Donc Delphi Books website qui contient la dernière version en date du générateur. Et donc je vais juste rapatrier le projet en local, copier, sans les dépendances ni quoi que ce soit, j'ai juste besoin de l'unité qui sert à ça, et on va l'adapter en fonction de mon besoin local. Donc clic droit, git GUI, où es-tu? Ici. Clone exit, ça. En fait, j'ai fait un lien avec le shader editor de Blender, car pour créer un matériau, c'est la même interface. Oui, ça me parle plus par contre. Mais c'est pour masquer une partie code en fait. Enfin, c'est pour simplifier le fonctionnement pour des gens qui ne font pas de développement. Delphi Book, website, hop. Alors j'ai dit sans le côté récursif parce qu'il va me rapatrier d'autres trucs derrière dont j'ai pas besoin. En théorie. Hop là. Oui, effectivement, sur Blender, on code pas. Enfin, il y a une partie animation aussi sur Blender qu'on peut coder maintenant. Enfin, je sais plus si on appelle vraiment ça du code, mais je sais plus comment ça fonctionne.
Ah, je regarde un de ces quatre, ce truc, parce il peut faire plein de choses maintenant, et pas juste de la génération de dessins animés ou d'animation d'une manière générale. On était censé pouvoir lui greffer un module de jeu vidéo dessus, normalement. Ou un truc dans ce style, je sais plus trop, j'avais lu quelques news et quelques sites, mais j'ai pas été plus loin. Effectivement. Bon, il fait quoi, lui? Ah, je dois plus avoir les droits. Mais non, ça marchait tout à l'heure. C'est déjà le fait de créer un squelette que tu fais bouger dans une timeline. Ouais. Et ça, tu l'as aussi, oui, effectivement, avec Spline et d'autres... l'époque de Flash et d'autres logiciels d'animation, oui. L'enchaînement des calques en fonction de la durée. Bon. Il va m'obliger à récupérer le zip, c'est ça? C'est n'importe quoi. C'est bête.